Madame la secrétaire d'État, Madame la directrice, Madame la représentante de l'ambassade de France, je tiens à vous remercier de votre invitation ici dans le cadre de ces échanges entre le Collège de France et la Tunisie. Et je veux dire que je suis particulièrement heureux d'être ici. Il existe dans le monde des endroits où on brûle les livres. Il en existe d'autres où on les conserve. Et je suis présent avec vous dans ce conservatoire du savoir qu'est une bibliothèque. Merci de m'avoir invité dans ce cadre. Et je dois dire aussi, pour commencer, que j'ai eu l'occasion de rencontrer des élèves des lycées à Tunis. J'ai eu l'occasion de visiter des laboratoires et que j'ai été enthousiasmé par ces visites et ces échanges et impressionné par la vitalité qui existe dans ce pays. Donc, j'espère que ces échanges favoriseront une meilleure coopération et une amitié plus solide qui existe déjà, mais qu'il faut toujours renforcer. Le thème de ma conférence, qui est une neuroscience de la personne humaine, est un thème qui correspond à une prise de position personnelle. Donc, je voudrais insister sur ce point. Je suis scientifique, comme ça a été dit, neurobiologiste, et je voulais vous présenter un point de vue sur une question qui est de type philosophique, qui est la question de la personne humaine. Et au lieu de prendre le problème philosophique d'emblée, j'ai préféré un petit peu modifier mon texte pour être un peu plus humble et ne pas décevoir de trop les philosophes ici présents qui vont dire « mais M. Changeux n'a pas traiter le problème de la personne humaine, c'est bien au-delà de tout ce qu'il nous a raconté. » Alors, j'ai présenté les choses sous un angle peut-être un peu plus humble, en disant quoi de neuf dans le cerveau, de la molécule à la conscience, qui est déjà ambitieux, et conscience de soi, conscience de l'autre, conscience du monde, et nous abordons évidemment, bien sûr, par ce biais, les problèmes de qu'est-ce que la personne humaine et qu'est-ce que les progrès récents sur les sciences du cerveau peuvent nous apporter pour mieux comprendre la personne humaine et je dirais pour mieux nous comprendre. Et je subdiviserai mon exposé en plusieurs chapitres. D'abord, le cerveau, représentation du monde, le pouvoir des gènes. Nous sommes tous membres d'une même espèce, qui est l'Homo sapiens. Donc il existe déjà une unité génétique de l'espèce humaine et de son cerveau. Mais néanmoins, comme vous le savez, nous varions d'une culture à l'autre. Donc il y a une empreinte de l'expérience au-delà des gènes, la variabilité individuelle et, entre autres, les origines et l'empreinte de la culture. Il y a ensuite une question qui nous préoccupe beaucoup, comment se représente-t-on le monde dans notre cerveau? Et je parlerai des objets mentaux, comment nous nous représentons un visage, comment nous nous représentons un arbre, un paysage, et les ensembles de neurones qui interviennent dans cette représentation par notre cerveau. Et puis il y a une représentation qui nous préoccupe toujours beaucoup, bien sûr, c'est la représentation de l'autre. Un autrui. Autrui qui est-ce? Comment se représentons-nous? D'où l'idée qu'il puisse exister un autrui neuronal. Déjà, je sens les philosophes qui vont frémir quand on parle dans ces termes. Et puis, il y a évidemment, bien sûr, non seulement l'autrui neuronal, mais la conscience que l'on a de soi et de l'autre. Et, bien entendu, comme point d'aboutissement, un terme que j'emprunte à Paul Ricoeur, philosophe et moraliste français, qui a accepté de dialoguer avec moi un jour. Ce texte a été publié sous forme d'entretien, soi-même comme un autre. Et la notion non seulement
de la représentation de l'autre, mais de se représenter l'autre comme un autre soi-même. Et nous terminerons par une réflexion sur ce que l'on peut appeler le jugement moral et voir dans quelle mesure la neuroscience peut nous aider dans la mise en place d'un jugement moral. Le cerveau, représentation du monde, le pouvoir des gènes. Ben voilà notre cerveau. Vous connaissez sa forme, vous connaissez aussi sa complexité. Il comprend 10 à 30 milliards de neurones et ces milliards de contacts synaptiques, des milliards de contacts synaptiques relient ces neurones entre eux. Le cerveau est un immense réseau. Vous avez tous entendu parler de réseau informatique. Eh bien, le cerveau est un réseau qui réunit ces 10 à 30 milliards de neurones. Et il y a approximativement 1 million de milliards de contacts synaptiques dans le cortex cérébral de l'homme. Je ne sais pas si vous imaginez ce que cela représente. Si on combinait tous ces neurones entre eux par l'intermédiaire de ces millions de milliards de contacts synaptiques, on atteint des chiffres qui sont de l'ordre du nombre de particules chargées positivement dans tout l'univers. Donc vous voyez d'emblée une énorme complexité. Et je sais que ce point de vue n'est pas toujours pris en considération. Comment voulez-vous que la matière que nous avons dans notre cerveau puisse produire le sacre du printemps ou la chapelle Sixtine? J'ai quand même eu le bonheur de voir un jour Stravinsky arriver devant moi sur la scène à San Francisco. Et ce petit homme avait une tête et dans cette tête un cerveau. Eh bien, le sacre du printemps, c'est le cerveau de ce monsieur Stravinsky qui l'a produit. Il n'a pas produit seul. Il a produit dans un environnement, il a produit à un moment de notre histoire. Et bien, il va falloir prendre en compte tout ça si on veut comprendre la personne humaine. Donc, je le disais, notre cerveau est constitué de cellules nerveuses, les neurones. Voilà des représentations de neurones telles que Santiago Ramón y Cajal, le célèbre anatomiste espagnol, les a décrits à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Et sa grande thèse était que ces cellules constituent un réseau discontinu. Alors il faut voir tout de suite l'obstacle idéologique auquel il s'est trouvé confronté à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait deux théories. Une théorie, c'est le cerveau est constitué de cellules, certes, mais ces cellules forment un réseau continu, un peu comme les câbles électriques de notre réseau électrique. Quand ça tombe en panne à un endroit, là, dans le sud, qui est un générateur qui tombe en panne, tout le réseau s'effondre. Bon. Donc on pensait que c'était un réseau qui était constitué d'une manière continue. D'ailleurs, ceux qui pensaient à l'esprit qui souffle, il va souffler à travers ces communications et ça passera beaucoup mieux si ce réseau est continu, bien sûr. Et ce que Ramón y Cajal a proposé, c'est qu'en fait, ce réseau était discontinu. C'est-à-dire que ces cellules nerveuses, au lieu d'être en continuité, se trouvaient en contiguïté. C'est-à-dire que lorsqu'une cellule nerveuse entre en contact avec une autre cellule nerveuse, eh bien, il y a un espace entre les deux. Il y a un contact synaptique avec un espace synaptique qui fait qu'un signal électrique qui va circuler dans les fibres nerveuses que vous voyez ici, eh bien, lorsqu'il va arriver au bout de la fibre nerveuse, il va y avoir un problème. Il ne va pas passer de l'autre côté. Donc vous voyez que notre ami Ramón y Cajal, avec sa proposition de la théorie du neurone, de la discontinuité entre cellules nerveuses,
a non seulement créé un problème philosophique ou théologique, peu importe, que j'ai déjà mentionné, mais il a posé surtout un problème aux scientifiques. Comment les cellules nerveuses vont-elles communiquer entre elles si elles forment un réseau discontinu? Solution, la chimie. Il va y avoir des substances chimiques qui sont synthétisées par la cellule nerveuse, qui se trouvent accumulées dans ces petites vésicules ici, que vous voyez. On appelle ça des neurotransmetteurs. Il y en a plusieurs dizaines dans notre cerveau. Et ce neurotransmetteur va être libéré dans l'espace synaptique lorsque l'influx nerveux arrive au niveau de la terminaison. Il va y avoir une conversion de l'électricité en chimie, et cette substance chimique va agir sur des molécules qui se trouvent sur cette membrane ici, que l'on appelle une membrane post-synaptique. L'exposé que j'ai fait hier était consacré à cette molécule que voilà, que vous avez ici une synapse qui est de la taille d'une bactérie, c'est de l'ordre du micromètre, vous voyez, et ici c'est de l'ordre du nanomètre, ce qui est 1000 fois plus petit. Donc nous avons affaire ici à un système de communication entre cellules nerveuses qui se fait par l'intermédiaire d'une substance chimique et qui agit sur une autre molécule qui elle-même va reconnaître le neurotransmetteur, créer l'ouverture d'un canal ionique, et vous voyez ici un courant électrique, et on part d'un signal électrique, on aboutit à un signal électrique, et entre les deux, un signal chimique. Alors vous allez me dire, mais alors notre cerveau, quand on pense, quand on réfléchit, c'est de la chimie tout ça? Oui, c'est de la chimie. D'ailleurs, je le disais hier, et je le répète aujourd'hui, chacun sait qu'on peut, par des substances chimiques, modifier les fonctions de notre cerveau. D'abord, j'espère qu'il n'y a pas de fumeurs chez vous, beaucoup, parce que la nicotine est un agent qui intervient sur la physiologie de notre cerveau. Il n'y a pas non plus de personnes qui prennent des tranquillisants. Vous sentez tous très bien dans votre peau. Enfin, il y en a qui en prennent de temps en temps quand ils ne se sentent pas très bien. Et puis, vous dormez tous très bien. Oui? Bon. Donc, vous ne prenez pas de somnifères. Eh bien, ce sont pourtant des agents qui interviennent pour favoriser le sommeil chez ceux qui dorment mal. Et puis, je terminais hier aussi, j'en ai mentionné, si vous vous faites opérer, bien deux choses. D'une part, vous souhaitez ne pas trop souffrir. Donc, il y a des agents chimiques qui suppriment la souffrance. Hein, ce sont des analgésiques, les opiacés, par exemple. Et puis, il y en a d'autres qui vous font perdre conscience. Hein, c'est des anesthésiques généraux. Qu'est-ce que c'est qu'un anesthésique général quand vous vous faites opérer? C'est quand on vous injecte un anesthésique général dans le sang, et bien vous perdez conscience instantanément. Fort heureusement, parce que vous ne voyez pas le chirurgien en train de vous charcuter. Bon. Quelquefois, vous pouvez conserver cette conscience, mais perdre la perception de la douleur. Donc, vous voyez que vous avez des quantités d'agents chimiques qui agissent sur votre cerveau. Vous n'y avez peut-être pas mentionné tout ça. Mais où est-ce qu'ils agissent, ces agents chimiques? Eh bien, ils agissent là, sur ces molécules de cette nature, sur la synthèse, de la libération ou le mode d'action de ces neurotransmetteurs. Et même, un beau jour, vous avez pu vous poser la question, quand je pense, disait Descartes, je pense donc je suis. Très bien, mais d'où ça vient ça? Je pense, même en l'absence de stimuli venant du monde extérieur, je me concentre sur moi-même, je pense. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le cerveau. Oui, il y a une activité spontanée de notre cerveau. Et vous avez ici la démonstration que ces cellules nerveuses, ces neurones, non seulement propagent, transmettent des signaux, par exemple quand ils reçoivent du monde extérieur, commandent nos muscles quand on parle, mais aussi sont susceptibles d'être spontanément actifs, vous en avez là la preuve, et donc d'engendrer une activité spontanée qui est évidemment très importante pour le fonctionnement de notre cerveau. Et notre cerveau fonctionne en fait sur un mode autonome, projectif. Les informaticiens souvent disent « Ah, mais le cerveau est une sorte de boîte noire et on ne récolte à la sortie que ce qu'on a mis qui a été modifié évidemment par la boîte noire à l'entrée. Donc c'est un système entrée-sortie. Pas du tout comme ça.
Notre cerveau, il ne fonctionne pas sur le mode entrée-sortie, il fonctionne sur le mode projectif. Nous projetons en permanence des représentations sur le monde. Et d'ailleurs, quand vous êtes en train de suivre cet exposé, vous me regardez. Vous n'êtes pas... Moi, je vois tous vos yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire simplement que spontanément, vous orientez votre regard et vous essayez de capturer ce que j'essaye de vous dire. Et moi, j'essaye de vous le transmettre et on se regarde les yeux dans les yeux, simplement parce qu'on se projette et on essaye de communiquer entre nous. Donc, le système de communication qui est centralisé par notre cerveau n'est pas un système simple d'ordinateur entrée-sortie, mais est un système projectif qui constamment projette des représentations sur le monde extérieur. Et tout ça, évidemment, c'est de la chimie. Et oui, c'est de la chimie. Il faut bien se rendre compte que même si c'est de la chimie, je ne vous ai pas apporté la solution. Parce qu'il faut comprendre comment cette chimie se trouve organisée. C'est ce que notre collègue Bachelard, Gaston Bachelard, qui est un éminent philosophe français, appelle un matérialisme instruit ou éclairé, c'est-à-dire essayer de comprendre comment cette organisation de la matière peut nous conduire à élaborer notre pensée. Et voilà, simplement pour illustrer ce point, ces molécules dont j'ai parlé la dernière fois, ce récepteur de l'acétylcholine, qui, lorsque le neurotransmetteur intervient, s'ouvre, se ferme pour laisser passer des ions et donc créer un courant électrique. Donc vous avez là en quelque sorte une vision non seulement au niveau atomique, au niveau moléculaire, mais au niveau atomique. En quelque sorte, c'est la structure, l'organisation des atomes de la matière dans cette molécule protéique qui donne ce mouvement de déclic. Je m'ouvre ou je ferme. Et c'est le neurotransmetteur qui va créer ce changement, ou stabiliser plutôt ce changement conformationnel. Et ça est valable pour ce que je vous ai raconté, les tranquillisants, les anesthésiques, que sais-je encore. Donc les agents qui interviennent sur notre cerveau vont exploiter cette organisation de la matière et il y a donc un enracinement des fonctions de notre cerveau, même nos fonctions les plus élevées, comme la conscience, dans la physique et dans la chimie. Donc, nous voilà essayés, maintenant qu'on a dit ça, et comme je l'ai dit, on n'a pas tout résolu loin de là, on a au contraire ouvert un champ de recherche, essayer de comprendre comment, à partir de cette matière, les choses se sont organisées, comment elles s'organisent. Et la thèse que je voudrais développer devant vous et essayer d'illustrer à la suite de cet exposé, c'est qu'en fait, on peut concevoir notre cerveau comme la synthèse de multiples évolutions. Alors, il y a d'abord, évidemment, l'évolution des espèces. Lorsque j'ai visité le musée du Bardo, je me suis rendu compte qu'il y avait un crâne d'Australopithèque, un crâne d'Homo erectus, un crâne d'Homo sapiens. Donc, on peut voir donc, cette évolution génétique qui s'est produite au cours des récents millions d'années. C'est une évolution qui, sur le plan génétique, pose un problème pour le généticien, j'en parlerai dans une minute. Elle s'est produite extrêmement rapidement. En quelques millions d'années, ici, l'Homo habilis a vécu il y a entre 2 et 4 millions d'années sur notre planète, en Afrique. Il est né en Afrique, comme l'Homo sapiens, qui est né en Afrique. Et l'Homo erectus vers les années 1 million, 500 000, et l'Homo sapiens 200 000 ans. Donc vous voyez, 200 000 ans, c'est peu de générations. Nous sommes des habitants récents de notre planète. Je ne sais pas pour combien de temps, par contre, parce que ça, c'est un autre problème, et nous sommes en particulier en train de la détruire progressivement, mais enfin, d'un autre côté, on est aussi là pour la construire en tant que scientifique. Donc, nous sommes arrivés récemment avec notre cerveau d'Homo sapiens, donc il y a une évolution génétique, il y a une évolution aussi ontogénétique, c'est-à-dire à partir de la fécondation de l'œuf, l'embryon s'implante et va se développer progressivement
pour donner un cerveau de nouveau-né. Puis après la naissance, il va y avoir des contacts qui vont s'établir, ces fameux contacts synaptiques. Une partie d'entre eux se forme avant, je reviendrai sur ce point, et il va y avoir donc une plasticité considérable de notre développement cérébral qui va intervenir pour mettre en place justement l'empreinte de notre environnement social et culturel. C'est une troisième évolution. Et puis évidemment, il y a une autre évolution parce que quand même, on n'est pas des automates figés à l'état adulte. Fort heureusement, on a conservé, vous et moi, une capacité d'évolution puisqu'on peut échanger des propos, essayer de se comprendre et éventuellement avoir de nouvelles idées, j'espère, même après 70 ans. Il y a à Paris une exposition de Louise Bourgeois, qui a, je crois, 94 ans, quelque chose comme ça. Et ces dernières œuvres, qui sont des chefs-d'œuvre, ont été construites, ce sont des sculptures, au cours des 20 dernières années. Comme quoi, on peut encore être un artiste après 70 ans. Bon, donc, les scientifiques, j'espère qu'ils peuvent aussi continuer à travailler, et les autres aussi, bien sûr. Donc, il existe une plasticité qui se maintient, qui est liée à la dynamique de notre pensée. Et cette dynamique, elle est liée à des changements d'efficacité au niveau des synapses. Là, c'est au niveau du nombre des synapses, et là, c'est l'efficacité de nos synapses. Et évidemment, il existe un autre type d'évolution qui peut se produire en dehors de notre cerveau. En effet, on peut déposer à l'extérieur de notre cerveau des mémoires. Nous sommes dans un lieu de mémoire ici. Qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque ? C'est un lieu où se trouvent déposées les mémoires des civilisations humaines qui nous ont précédés. Et on peut les lire, on peut les utiliser, et il y a donc une évolution culturelle qui se produit et qui fait intervenir évidemment notre cerveau, c'est le moteur principal, mais aussi des mémoires extérieures qui peuvent, donc nous sommes en vie, contribuer à nous enrichir de l'expérience des générations qui nous ont précédés. Donc, synthèse de multiples évolutions au sein de notre cerveau, en prenant en considération, bien sûr, dans le cadre de ce matérialisme éclairé ou instruit, le fait qu'on ne va pas passer de l'atome ou de la molécule à la conscience d'une manière directe. Bon, j'ai illustré le cas de la perte de conscience due à un anesthésique général. Effectivement, il va agir sur une molécule et entraîner, en agissant sur cette molécule ici, un arrêt de tout ça. Enfin, pas un arrêt complet, mais un changement dans les propriétés de tout ce qui est au-dessus. Mais il est évident qu'il va falloir, si on veut comprendre comment l'homme se représente le monde et comment il se représente autrui, évidemment, dépasser le niveau du neurone, dépasser le niveau des circuits de neurones, dépasser le niveau des ensembles de neurones et aller à un niveau d'intégration supérieur qui est, par exemple, celui de la conscience et de la vie sociale. Donc, dans tout ce schéma, il va falloir non seulement en faire intervenir une régulation de bas en haut, c'est-à-dire essayer de comprendre comment l'édifice est construit, mais aussi, et c'est important, essayer de comprendre comment on peut espérer une régulation de haut en bas, comment notre conscience, qui se trouve en haut de la hiérarchie, va pouvoir agir à des niveaux inférieurs très importants. Ce n'est pas simplement une vision qui se construit, mais c'est aussi une construction qui est susceptible de se régler, de s'adapter, d'évoluer. D'où cette vision, évidemment, qui est un enjeu difficile pour tous ceux qui s'intéressent aux neurosciences, que d'essayer de comprendre tous ces niveaux emboîtés. Et je tiens à vous dire que les neurobiologistes doivent rester extrêmement humbles, tous les scientifiques, parce qu'on est très loin de comprendre comment fonctionne cet ensemble de neurones. Et j'espère qu'il y aura des jeunes dans cet auditoire qui, dans les années à venir, consacreront leur vie, il faut l'espérer, à comprendre comment fonctionne notre cerveau. Il y a encore
du travail pour des générations. Alors j'insistais sur le fait qu'il existe, disons, une enveloppe génétique propre au cerveau de l'homme, et effectivement, le cerveau de l'homme n'est pas le cerveau du singe. Il y a des différences qui sont liées, bien entendu, au génome. Le génome du singe n'est pas identique au génome de l'homme, il est proche, mais il est différent. Et vous voyez tout de suite que le singe a des points communs dans son cerveau qui est mis à la même dimension, parce que le cerveau du singe est plus petit que celui du cerveau de l'homme. Là, ils sont ajustés aux mêmes dimensions, justement pour permettre la comparaison. Vous voyez qu'il y a des quantités de points communs. Il y a les aires visuelles, qui sont occipitales. Il y a les aires du langage, qui sont temporales. Mais vous voyez une grosse différence ici, on va y revenir bien sûr, entre le singe et l'homme. Quand vous regardez un singe dans les yeux, ça peut vous arriver, d'abord il va suivre votre regard, ce qui est déjà intéressant, hein, de se rendre compte que le singe partage avec nous quelques traits. Ils ont pas mal de traits communs avec le singe. Mais d'un autre côté, ce que vous avez noté, c'est qu'il a le front vraiment bas. Vous n'avez pas noté ça? Il a le front fuyant. Nous avons un grand front. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce front? Eh bien, il y a cet ensemble de cellules nerveuses que l'on appelle le cortex frontal. Et ça, c'est une chose très importante, parce que ce cortex frontal s'est développé très récemment, du singe à l'homme. Vous voyez, au cours de l'hominisation, il y a une explosion du cortex frontal, et il y a des mécanismes génétiques qui ont permis cette explosion, et qui fait en sorte que cet organe que le russe Salvador Luria a appelé organe de la civilisation, je ne sais pas si vous partagez ce terme, enfin c'est un terme illustratif sympathique, s'est développé au cours de la récente évolution de l'espèce humaine, au cours des, disons, entre 7 et millions d'années aujourd'hui. Donc, un changement de la topologie du cerveau et aussi, comme nous le verrons, un changement également de l'architecture connexionnelle, je reviendrai sur ce point, qui fait que du singe à l'homme, eh bien, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu non seulement l'acquisition du langage, mais il y a eu aussi le développement d'une manière considérable de l'espace conscient. Je reviendrai sur ce point, et tout cela est lié, évidemment, à l'évolution du cerveau. Alors, le généticien, je sais qu'il y en a dans cette salle, et j'ai rencontré à l'Institut Pasteur des personnes qui s'intéressent à la génétique et aux maladies génétiques, et évidemment, c'est un sujet fascinant, comprendre la relation entre notre génome et l'organisation de notre cerveau. Alors, j'ai déjà introduit la différence qui peut exister entre le cerveau du singe et le cerveau de l'homme, mais j'ai dit que les génomes étaient très proches. Allons voir ça d'un peu plus près. Eh bien, d'abord, évidemment, les vers ont des neurones comparés à la levure. Donc, on comprend que le nombre de gènes soit plus élevé quand on passe de la levure au ver. Du ver à la mouche, après tout, pas trop de différence. Donc, pourtant, le nombre de neurones peut changer. Mais on a un nombre de gènes qui est assez semblable. Maintenant, si on passe de la mouche à la souris, je pense que là aussi, il faut s'attendre quand même. Une souris, ce n'est pas une mouche. Et le cerveau de la souris, ce n'est pas le cerveau de la mouche. Hein. Il est quand même plus complexe. Vous voyez, il y a 40 millions de neurones par rapport à 250 000 chez la mouche. Donc, il y a quand même un saut. Alors, effectivement, on voit qu'il y a un doublement, voire triplement de nombre de gènes, mais là, attention, on passe de la souris à l'homme. Ah, ça pose un problème. Pourtant, le cerveau du singe est différent de celui de l'homme, celui de la souris aussi, donc on est confronté à un vrai problème de génétique moléculaire qui est une non-linéarité évolutive. Ça veut dire qu'il y a eu des changements génétiques qui sont produits, évidemment, de la souris au singe, du singe à l'homme, mais que ces changements ont entraîné, évidemment, une modification non linéaire de l'anatomie cérébrale. Donc, nous avons à comprendre comment
ces événements génétiques qui sont produits au cours de l'évolution récente. D'ailleurs, vous auriez pu déjà me le dire, parce que ça s'est passé en quelques millions d'années. Quelques millions d'années, c'est un petit nombre de générations. Donc, fatalement, il ne peut pas y avoir des millions de mutations. Il peut y avoir des changements, mais ça va être des changements discrets en petit nombre qui ont été responsables de l'accroissement de complexité du cerveau de l'homme. Je ne vais pas entrer dans le détail de toute la génétique moléculaire qui est en cours actuellement pour comprendre cette évolution, mais je voulais juste vous suggérer un mécanisme très simple. Regardons un petit bébé de chimpanzé et un adulte de chimpanzé. À qui ressemblez-vous? À lui ou à la... Vous dites que vous êtes en train de ressembler au... Non? Non, non. Non. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, au cours du développement, embryonnaire, fœtal et surtout postnatal, eh bien, on peut concevoir que, après tout, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Eh bien, c'est un chimpanzé qui naît dans un stade encore embryonnaire ou de développement. Bon, c'est pas tout. Mais on peut imaginer que très peu de gènes vont changer pour créer et simplement maintenir cet état qui existe déjà chez le chimpanzé, avec évidemment une grosse différence, et qu'il y a quand même plus de neurones dans le cerveau de l'homme que dans le cerveau des chimpanzés. Donc ça ne peut pas être réduit simplement à une évolution génétique du développement, mais également une évolution du nombre de cellules nerveuses. Et là, il y a des gènes, comme ceux de la microcéphalie, par exemple, qui est une maladie héréditaire très lourde et très grave, qui est liée à 4 gènes qui ont évolué d'une manière extraordinairement rapide et qui contrôlent le nombre de neurones. Et ces gènes, chez l'enfant microcéphale, malheureusement, arrêtent le développement très précocement, de sorte qu'il y a moins de neurones dans le cerveau et ça donne un microcerveau. Et ces gènes, comme vous voyez, ont évolué de manière très rapide dans la lignée humaine comparée à la lignée d'autres espèces. Et donc, on peut penser qu'il y a eu un ensemble d'événements de cette nature qui se sont produits et qui sont à l'origine de l'évolution du cerveau de l'homme. Et là, maintenant, vous voyez qu'il y a quand même un peu plus de points communs entre le jeune chimpanzé et un jeune humain, et que de ce fait, par des événements génétiques qui restent encore pour beaucoup à comprendre, et j'espère que, encore une fois, les jeunes qui sont présents ici participeront à ce travail, essayer de comprendre comment le cerveau de l'homme s'est constitué à partir de cerveaux d'ancêtres plus simples, et comment cette complexité s'est développée. Et vous voyez tout de suite le lien qu'il y a entre cette science fondamentale de comprendre l'évolution et la médecine. Vous voyez tout de suite le lien. C'est-à-dire que bien comprendre cette évolution génétique, ce problème fondamental, a tout de suite des applications pratiques sur le plan de la médecine, de comprendre ces mutations qui vont altérer le développement cérébral de l'enfant. Alors ça, c'est une vision génétique. Hein. Nous appartenons tous, et nous en sommes fiers, à l'espèce humaine. Cette espèce humaine est issue d'une toute petite population qui s'est différenciée un peu au sud de la Tunisie et qui a envahi le reste du monde. Et on a des cerveaux qui sont, dans leur grande ligne, déterminés par ces gènes et qui ont beaucoup de points communs entre eux. Nous sommes des représentants de l'espèce humaine. Mais il y a une variabilité que l'on peut noter, non seulement une variabilité physique, bon, de taille, il y a des changements, de forme un petit peu, mais pas beaucoup. Il y a une variabilité dans le détail et on ne parle pas les mêmes langues, on ne s'exprime pas de la même manière, on a des gestes différents, on a des systèmes symboliques différents d'une culture à l'autre.
Et donc, on a des cerveaux qui sont variables, ils ne sont pas simplement liés à une action de nos gènes. Il y a une variabilité au sein de cette enveloppe génétique. Alors déjà, une première constatation, quand on naît, on a un cerveau qui est beaucoup plus petit que le cerveau de l'adulte. Notre cerveau augmente de poids d'un facteur 5. Vous l'aviez réalisé, ça? Que le bébé, quand il naît, a un cerveau qui est 5 fois plus petit que notre cerveau d'adulte. Et pendant ce temps-là, au cours de cette évolution qui passe du nouveau-né après la naissance jusqu'à l'adulte, vous voyez comment les neurones se complexifient. C'est impressionnant. Je ne sais pas. Oui, on le voit bien là. Vous voyez, c'est les arborisations de ces neurones du cortex cérébral que je vous présentais tout à l'heure. Et il y a une extraordinaire prolifération de ces connexions. Donc il y a une mise en place des connexions synaptiques entre cellules nerveuses très importantes qui se produit après la naissance. Et évidemment, cette mise en place est vulnérable, d'abord à certains agents chimiques, à la dénutrition. Il faut bien penser à ce que peut représenter la maladie et la pauvreté, le manque d'hygiène, le manque d'environnement, l'isolement chez un nouveau-né. Pensez à tous ces nouveau-nés, en Roumanie, il y a eu cet exemple bien triste, qui étaient mis ensemble, tous ensemble, dans des centres de prise en charge, et sans avoir de parents pour les prendre, pour leur parler, sans interaction, et les effets sont désastreux chez les adultes. Donc, il y a une empreinte de l'environnement qui se manifeste au niveau de ces réseaux en développement. Alors là, j'ai schématisé une étape, parce qu'il y en a des quantités qui sont emboîtées les unes dans les autres. Vous avez pu voir ces arborisations dendritiques et axonales qui se développent, avant la naissance d'ailleurs, et surtout après la naissance. Et l'effet de l'activité, donc de l'expérience, sur cette évolution de la connectivité. Vous avez ici un modèle très simple où on peut proposer qu'il y a des phases d'exubérance et des phases de sélection qui se produisent dans cette évolution synaptique, que l'état d'activité des réseaux de neurones, ici, spontané ou évoqué par l'environnement, intervient dans cette sélection. C'est ce que j'ai appelé avec Philippe Courrèges et Antoine Danchin depuis très longtemps déjà, la théorie de la stabilisation sélective des synapses, qui permet donc d'engranger en quelque sorte l'expérience du monde extérieur dans notre cerveau d'une manière stable, avec donc une variabilité qui va se produire d'un individu à l'autre en fonction de l'expérience qu'il a vécue ou qu'il a reçue. Donc il va y avoir un stockage d'informations par sélection épigénétique. Voilà un terme important. J'ai parlé du génome, et là maintenant c'est épigénèse, c'est-à-dire l'effet de tout l'environnement sur l'organisation de notre cerveau au sein de cette enveloppe génétique. Et vous pouvez voir ici un phénomène extraordinaire qui se produit au cours de l'évolution donc, du rat au macaque à l'homme. C'est le prolongement de la période de maturation du cerveau après la naissance. Vous voyez que chez le macaque, elle est plus longue que chez la souris, qui est extrêmement bref. Chez l'homme, elle est beaucoup plus longue que chez le macaque. Et en fait, si vous comptez les années, l'Homo sapiens, lorsqu'il est apparu au sud de la Tunisie, il vivait 20-30 ans, âge moyen. Peut-être un peu plus, mais enfin c'était un ordre de grandeur. Et le temps passé pour le développement et l'acquisition des langages, des connaissances, etc.,
jusqu'à la puberté, c'est quoi? C'est 13, 15 ans. Donc, l'espèce humaine a été sélectionnée au cours de l'évolution pour passer la moitié de son temps à apprendre. C'est quand même extraordinaire. Imaginer que, en fait, l'Homo sapiens, dans des conditions, je dirais, naturelles, évidemment maintenant on a plus d'avantages puisqu'on vit plus longtemps, donc on bénéficie plus de cette période d'apprentissage, mais au moment où l'Homo sapiens est apparu, eh bien l'Homo sapiens passait 50% de son temps à se développer et à constituer son cerveau pour n'agir en tant qu'adulte qu'une période de temps comparable. C'est quand même tout à fait remarquable. Eh bien, c'est évidemment une phase très importante dans la mise en place de notre cerveau d'Homo sapiens. Et c'est toute cette empreinte de l'expérience et ce rôle, évidemment, de l'éducation qui va être crucial dans la mise en place de notre connectivité cérébrale adulte. Donc, nous avons ici une étape cruciale dans ce que l'on peut appeler l'acquisition et la production de la culture, et c'est grâce à cette période prolongée de développement, grâce à cette empreinte et aussi le fait qu'on puisse la transmettre d'une génération à l'autre, que la culture va se développer et va créer cette diversité entre individus au sein de l'espèce humaine. Alors j'ai parlé de l'unité génétique de l'Homo sapiens et j'ai aussi évoqué ici cette diversité culturelle qui est liée à l'environnement dans lequel le nouveau-né va se développer. Et cette empreinte culturelle, il faut bien le voir, ce n'est pas superficiel. Lors de la réunion que j'ai eue avec les élèves hier, quelqu'un m'a dit « mais vous devriez parler du lavage de cerveau ». Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de faire en sorte de changer les opinions de quelqu'un et de transformer sa personnalité d'une tradition à une autre, si vous voulez, du jour au lendemain, en quelques semaines. Bien, ici, vous pouvez constater l'empreinte de la culture, l'empreinte de la lecture, très précisément. Vous avez un cerveau d'un adulte qui a été alphabétisé, et ici, vous avez le cerveau d'un adulte illettré. Et vous voyez qu'il y a une différence très significative de la connectivité du cerveau entre un enfant qui a appris à lire et un enfant qui n'a pas appris à lire. Donc vous voyez tout le privilège qu'a un enfant qui a appris à lire, toute l'empreinte que cela peut avoir sur l'organisation de son cerveau et sur les fonctions qu'il va pouvoir avoir ultérieurement. D'où cette idée qu'il puisse y avoir donc des circuits culturels dans notre cerveau, une empreinte culturelle et une variabilité, évidemment, d'une culture à l'autre, avec une notion d'irréversibilité, souvent. C'est pour ça qu'on dit « Oh, bon, vous êtes d'une culture donnée, changez de culture, passez à une autre culture. » Ça, on entend quelquefois ça. Eh bien non, c'est très difficile. Ça ne peut se faire que d'une génération à l'autre, éventuellement. Et il va de soi que cette empreinte culturelle, elle est très profonde, et elle est ancrée, en quelque sorte, dans nos synapses. Alors, je terminerai ce chapitre, pas la conférence, elle n'est pas terminée, il y en a encore beaucoup de chapitres. Ce chapitre, en montrant qu'effectivement, il y a un effet de l'épigénèse, c'est-à-dire de l'effet de l'activité et de l'environnement culturel sur l'évolution de notre connectivité cérébrale, mais qu'il existe aussi des contraintes génétiques dans cette évolution synaptique. Et ce qui est important de souligner, c'est que certains éléments génétiques sont nécessaires à l'effet de l'activité. Et il y a des maladies qui vont affecter cette évolution. J'en ai donné quelques-unes ici, le retard mental lié à l'X fragile et aussi l'autisme.
Et l'autisme est une maladie qui est d'origine génétique, qui affecte surtout l'enfant. Et on sait maintenant que ce sont des molécules, d'après le travail de Thomas Bourgeron, qui interviennent dans l'adhésion des synapses et leur stabilité. Eh bien, l'enfant autiste, il n'arrive pas, du fait de cette anomalie génétique, à constituer un réseau suffisamment riche qui va lui permettre d'avoir accès donc à une interaction sociale, comme nous allons en parler dans quelques minutes. Donc, trace de l'environnement dans des limites qu'il faut bien prendre en considération et que tous les éducateurs le savent. Bon, là, j'ai donné un exemple caricatural qui est le cas des maladies génétiques qui affectent cet apprentissage, mais ce développement cognitif qui s'effectue après la naissance est évidemment suit une chronologie, et un éducateur le sait, on ne peut pas apprendre à lire à 1 an, et bon, à part quelques exceptions, enfin, ils sont rares, et d'un autre côté, il va falloir apprendre à marcher au bout d'1 an. Donc vous voyez qu'il y a une espèce d'enveloppe aussi des périodes sensibles d'apprentissage et toute l'importance qu'il y a de suivre un enfant au cours de son développement, depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Et il y a des périodes sensibles, et parmi ces périodes sensibles, il y a évidemment même des périodes tardives, comme la puberté, qui est une période très sensible, et sur laquelle l'environnement familial, social, de l'école, culturel, va être très important. Et cela dit, maintenant, abordons une autre question qui se produit une fois que le cerveau est constitué, mais aussi au cours de la mise en place des réseaux de neurones du cerveau, qui est comment nous représentons-nous le monde extérieur. Le cerveau représentant le monde, représentant par exemple un visage. Bien, la thèse que l'on a actuellement, c'est que ces neurones peuvent se rassembler en groupes de neurones, en assemblées, qui ont des états d'activité communs. Et vous voyez, vous allez prélever dans ce réseau une certaine fraction de ces cellules, les rassembler, vous les combinez et vous avez un sens. Hein? Vous avez donc toutes ces lettres et puis vous constituez des mots. C'est une métaphore, mais c'est plutôt vraiment un état physique d'ensemble de cellules nerveuses. Alors, est-ce que vous avez des preuves pour nous dire ça? Hein? J'en donne une petite ici. C'est, par exemple, sur le cortex temporal du singe, ici, on présente au singe un visage, on le voit de profil, de face, c'est rare, et vous voyez ici, en gris, l'état d'activité d'ensemble de neurones qui est suivi par une méthode d'imagerie optique. Et vous avez ici le changement que l'on observe à ce niveau. Donc vous avez des traces qui témoignent de l'évolution de l'état d'activité de population de neurones pour représenter le monde. Et vous avez évidemment des mécanismes qui vont intervenir pour stabiliser cet état. Et là, je pense que l'éducateur va me donner raison. Tous les parents savent que pour qu'un enfant apprenne bien, il a besoin d'être récompensé. Eh bien, il y a des neurones de récompense dans notre cerveau. Et ces neurones, on peut imaginer que lors de l'interaction avec le monde extérieur, au cours du développement postnatal, ils vont intervenir dans la sélection synaptique et contribuer à la mise en place des représentations du cerveau. Et nous avons quelques suggestions à cet égard de l'importance de ces neurones de récompense dans non seulement les fonctions cognitives, mais l'apprentissage. Et il va y avoir donc dans notre cerveau des représentations qui vont se mettre en place au cours du développement et des représentations qui vont pouvoir
être propre à certains concepts. D'abord, il y a des territoires qui répondent différemment à une maison, un outil, un visage, un mot concret ou un mot abstrait. C'est-à-dire table par rapport à liberté, par exemple. Bien, vous avez ici des images cérébrales qui vous montrent qu'il y a une différence entre un mot concret et un mot abstrait. Donc ces représentations, comme vous voyez, vont loin dans le détail. Et on peut concevoir que toutes nos opérations mentales proviennent d'assemblées de neurones dans notre cerveau. C'est une généralisation que je me permets, elle n'est pas démontrée à 100%, mais c'est une thèse qui paraît plausible à ce stade. Donc, au cours de notre développement, au cours de notre vie d'adulte, nous effectuons des interactions avec le monde extérieur, et je vous présente ce petit tableau de Fragonard sur la vie familiale et le bonheur, et je dois dire que je la partage en tant que grand-père, puisque de temps en temps, il n'y a pas que la mère qui est là, à jouer avec les petits-enfants et à participer à la stabilisation de ces synapses. Bon, en général, ce n'est pas ça qu'on dit quand on est père ou mère de famille ou qu'on est grand-père. On a le bonheur de jouer avec ses enfants puis ses petits-enfants, mais ce ne sont pas des jeux anodins. Ça correspond à une fonction très précise, qui est la maturation du cerveau de l'enfant, puis aussi celle du grand-père quand même. Bon. Alors, dans ces jeux, on va non seulement se représenter le monde physique, le monde matériel qu'il y a autour de nous, bon, les arbres, l'eau, les chaises, les tables, mais aussi évidemment commencer à se représenter autrui. Et ça commence très tôt. Chacun sait que les tout petits bébés, quand ils naissent, déjà reconnaissent des visages, et puis progressivement, en quelques heures et quelques jours, vont reconnaître le visage de la mère et le visage du père. Et il va donc y avoir une reconnaissance d'autrui par le visage. Et là, je citerai Emmanuel Levinas, le visage est signification, et signification sans contexte. La relation au visage est d'emblée éthique. C'est-à-dire que d'emblée, lorsque on reconnaît un visage, on reconnaît quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un, c'est un homme. Et on peut faire des tests très précoces chez le nouveau-né, en lui présentant ici, vous reconnaissez un visage. Là, c'est un petit visage, mais alors là, c'est plus du tout un visage. Eh bien, le nouveau-né, lui, ne s'y trompe pas. Vous voyez, il reconnaît le visage et il distingue des non-visages. Bon, ça, c'est une forme de visage caricatural, mais évidemment, il va progressivement apprendre à reconnaître le visage, comme je disais tout à l'heure, d'une personne particulière et de la distinguer du visage d'un autre. Eh bien, il existe des neurones qui interviennent dans la reconnaissance des visages. Ici, c'est dans le lobe temporal. Et ça, c'est chez le singe, mais c'est la même chose chez l'homme. On présente au singe le visage de l'expérimentateur, ici. Et vous voyez que ces neurones répondent. On est dans le cortex temporal chez le singe. On enlève les yeux, pas de l'expérimentateur, mais de l'image de l'expérimentateur. Autrement, le président du comité d'éthique aurait apporté sa démission. Donc, là, ce sont donc sur une image, une photographie, on enlève les yeux et vous voyez qu'il y a une diminution considérable de l'activité neuronale. Maintenant, on coupe ce visage en morceaux et on distribue les morceaux au hasard. On perd la forme du visage, aucune réponse. Et ici, on montre une main, pas de réponse non plus, un Kandinsky, ici, un tableau abstrait, pas de réponse non plus. Donc vous voyez qu'il existe des neurones propres au visage. Et il existe des neurones qui répondent pour les mains, il existe des neurones qui répondent pour les maisons, pour les marteaux, pour les chiffres, etc. Donc il y a des dispositions qui sont
à la fois inné à reconnaître autrui, mais aussi qui progressivement s'adapte en fonction de cette plasticité pour distinguer des objets naturels des objets culturels ou pour caractériser en quelque sorte une représentation d'autrui, d'abord comme un homme ou une femme, mais aussi comme individu. Vous voyez tout de suite comment on passe maintenant, on arrive à cette notion de personne humaine dont on parlait tout à fait au début. Et il va de soi que non seulement on peut reconnaître un visage d'homme, je pense dans le sens générique, Homo sapiens, mais aussi une expression sur le visage. Expression ici de souffrance et avoir une réaction émotionnelle quand vous regardez le visage d'autrui qui souffre. Et ce sont ces émotions qui ont des bases neurales, bien entendu, et qui se trouvent dans notre système limbique et qui font intervenir des neuromédiateurs, celui de la motivation, mais aussi celui de la colère, c'est l'acétylcholine qui nous est si cher, et de la motivation, c'est celui de l'énergie, de la violence, mais vous avez aussi des neuromédiateurs qui interviennent sur des neurones qui sont plus chaleureux, celui du désir, de la reconnaissance du plaisir, en quelque sorte, de la peur, de la panique, etc. Donc il existe toute une mosaïque, une constellation de neurones. Il ne faudrait pas que vous croyiez que la peur c'est un neurone, la panique c'est un neurone, c'est pas ça du tout. Il y a des constellations de neurones, des distributions de neurones qui interviennent dans notre système limbique pour représenter les diverses émotions, et en particulier lorsque on voit une personne qui souffre se représenter cette souffrance. Donc, émotions vers les autres, émotions contre les autres, donc des émotions qui déjà, dès le départ, interviennent dans la relation sociale, et je souligne l'importance, évidemment, du système limbique dans ces émotions. Et voilà, par exemple, d'autres images sur, évidemment, la soif, la faim. Et souvent, j'entends des personnes me dire « Ah, mais quand on voit certaines populations de pays défavorisés, là, vous voyez comment ils sont cruels, comment ils s'entretuent, comment, etc. Ça n'est pas conforme à l'éthique. » Je dis « Est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils ont de quoi manger? Est-ce qu'ils vivent heureux? Bien sûr que non. Ils sont soumis à toutes les maladies, ils sont soumis à des traumatismes en permanence. Comment voulez-vous que, dans des conditions aussi tragiques, ils puissent avoir les mêmes règles que nous avons, nous, qui arrivons quand même à survivre dans des conditions plus heureuses? Donc, il existe des émotions primordiales, et ces émotions primordiales, si elles ne sont pas satisfaites, ce n'est pas la peine de parler de sentiments de joie, de bonheur, de détresse, d'égalité, ou même peut-être de fraternité parfois, parce que nous allons voir qu'il faut évidemment développer, mais il y a des conditions minimales, et si ces conditions minimales ne sont pas satisfaites, ce n'est pas la peine de penser aux autres. Donc voilà, déjà dans notre cerveau, nous avons à prendre en considération ces niveaux de base. Et on oublie parfois que ces niveaux de base, il faut qu'ils soient satisfaits si on veut arriver à accéder à des niveaux plus élevés dans la régulation sociale. Et là encore, ce sont des territoires de notre cerveau qui participent à ces représentations des divers états émotionnels qui sont propres à l'espèce humaine. Mais bien entendu, on arrive à un moment où on se dit, vous avez bien parlé de la représentation du monde, du visage, vous avez parlé des émotions, mais il y a une chose qui vous
dont vous n'avez pas parlé, et puis je peux vous dire que vous n'en parlerez pas, parce que c'est trop difficile pour vous, Monsieur Changeux, c'est la conscience. Bon, alors je dois dire que c'est vrai, c'est un domaine qui est actuellement en cours d'étude, mais j'ai déjà introduit le sujet avec les anesthésiques généraux, avec les somnifères. On peut exister sous divers états de conscience. Donc il y a déjà des régulations de ces états de conscience. Donc on peut penser, c'est une hypothèse, que c'est un phénomène naturel, biologique, localisé dans le cerveau. C'est un philosophe, Revoncio, finlandais, qui nous a dit ça, qui a eu le courage, comme philosophe, de nous proposer cette thèse. Même d'autres philosophes, comme Searle, qui est un philosophe anglais, qui nous dit aussi que la conscience est entièrement causée par des processus neurobiologiques qui sont réalisés dans les structures du cerveau. Et nous ont expliqué la subjectivité dans ces conditions. Et comme je viens de vous le dire, on peut distinguer les bases neuronales des états au niveau de conscience. Je pense que vous êtes encore dans un état d'éveil. Il n'y a pas trop d'auditeurs qui se trouvent dans un état de sommeil. Ça peut arriver, donc il faut quand même que j'avance dans mon exposé, ou quand on est dans un état de fatigue. Donc vous voyez, ça, c'est des états de conscience. Et puis, il y a évidemment ce qu'on appelle le contenu de conscience. Bon, le contenu de conscience, c'est ce qui rentre dans notre conscience. Bon, dans un exposé comme celui que je vous fais, qui est malheureusement un petit peu difficile par moment, il y a des choses qui rentrent, puis il y en a d'autres qui ne rentrent pas. Pardonnez-moi, mais je le dis très simplement parce que, bon, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de choses trop compliquées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un contenu de la conscience, il y a des choses qui entrent, puis d'autres qui n'y entrent pas. Donc il y a, en quelque sorte, et c'est différent évidemment de l'état de conscience. Il faut être dans un état d'éveil, et puis en même temps, prendre en considération le contenu de conscience qui est ce dont on peut faire un rapport conscient. C'est-à-dire que quand vous allez sortir de cette salle, vous allez pouvoir dire « j'ai vu des neurones qui étaient présentés par M. Changeux ». Donc j'ai vu ces neurones, ils étaient représentés là. Donc vous voyez, vous avez été conscient de ce qu'est une image de neurone. Donc vous pouvez faire un rapport conscient. C'est un point très important. Parce que comment vérifier autrement que vous avez été conscient? Bon, si vous étiez endormi à ce moment-là, évidemment, moi ça m'arrive quelquefois malheureusement, et bien évidemment quand vous mais est-ce que vous avez vu les neurones? Non, je n'ai rien vu du tout. C'est normal, ce n'est pas entré dans la conscience. Donc vous voyez que nous avons donc un système physique qui se trouve dans notre cerveau, un espace de simulation, parce que quand vous faites un rapport, vous allez donc vous représenter ce que vous avez vu auparavant, un espace de simulation où s'évaluent les buts, les intentions, les programmes d'action qui sont en référence avec l'interaction avec le monde extérieur, avec des dispositions innées bien entendu, mais le soi et aussi l'histoire individuelle, c'est-à-dire que vous allez vous référer, quand je dis est-ce que vous avez vu les neurones, évidemment au moment où vous étiez dans cette salle en train d'écouter, etc. Donc il y a l'interaction avec le monde extérieur, il y a aussi ce que vous savez vous-même et que vous avez appris à l'université, à l'école, que sais-je, sur la cellule nerveuse. Et puis il y a évidemment l'importance de ce que vous savez vous par rapport à l'autre, donc le soi, l'histoire personnelle, qui est aussi dans votre cerveau et qui apparaît et qui ressurgit dans la conscience, ainsi que bien entendu les conventions sociales. Est-ce que ce que dit M. Changeux est conforme aux bonnes mœurs ou pas? Bon, je ne peux pas vous dire n'importe quoi et abuser de votre présence. Donc vous voyez que ça va surgir dans votre conscience, bien entendu. Donc tout ça arrive, accès à un espace global et un espace de délibération. Et là, malheureusement, on ne le voit pas très bien parce que c'est écrit en rouge, mais je dois dire que le neurobiologiste, après cette description, se trouve en accord parfait avec le moraliste. Et je cite Paul Ricoeur. Et Ricoeur définit la conscience comme un espace de délibération
pour des expériences de pensée, dans votre tête, où le jugement moral va s'exercer sur le mode hypothétique, c'est-à-dire que vous allez faire une hypothèse sur ce que M. Changeux vous a raconté et le juger conforme ou pas conforme à vos idées ou à vos savoirs, que sais-je encore. Donc, comment réaliser cet espace de travail conscient? Alors, l'idée, c'est qu'évidemment, les choses vont se rassembler dans notre cerveau et qu'il va y avoir une mise en commun de toutes ces représentations que je viens de vous mentionner. Mise en commun comment? Alors, on peut penser à des ondes, on peut penser à du magnétisme, on peut penser à je ne sais pas quoi. La première chose qu'un neurobiologiste va évoquer, c'est des neurones. Qu'est-ce qui va rassembler l'hémisphère droit avec l'hémisphère gauche, l'avant de mon cerveau avec l'arrière de mon cerveau, et faire un espace global où tout va être confronté à la fois? Quand vous me regardez, je ne sais pas si vous avez fait cette réflexion, mais vous me regardez, vous m'entendez, vous réfléchissez et vous posez des questions sur ce qui vient de vous être dit. Donc tout ça est mis en commun. Et cette mise en commun, notre proposition, c'est qu'il y a des neurones à axones longs qui vont relier entre eux les divers territoires de notre cortex cérébral et participer donc à cette mise en commun. Et ces neurones à axones longs, ils avaient déjà été décrits par Monique Aral. Et où est-ce qu'ils se trouvent essentiellement? Bon, on le trouve dans la plupart des aires du cortex, mais où se trouvent-ils très enrichis? Eh bien, dans notre cortex frontal. Et vous voyez tout de suite la différence entre le singe et l'homme. Rappelez-vous le cerveau du singe, et je vous ai parlé de l'explosion du cortex frontal. Explosion du cortex frontal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire multiplication des neurones qui se trouvent dans le cortex frontal, multiplication des connexions à travers notre cerveau. Et si vous comparez un cerveau de rat à un cerveau d'homme, vous dites ah, mais c'est la substance grise. Tout le monde dit ça. Lui, il a de la matière grise, il en a un peu plus que l'autre. Eh bien non. Ce qui caractérise le cerveau de l'homme par rapport au cerveau de rat, c'est certes évidemment la matière grise, mais surtout la substance blanche. Regardez cette contribution énorme de la substance blanche à la connectivité du cerveau de l'homme adulte. Qu'est-ce que c'est que la substance blanche? C'est des axones à longue distance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir une amplification considérable au cours du développement, au cours de l'évolution, de notre espace conscient, si cette hypothèse, encore une fois, que je vous propose, et que nous avons proposé ensemble, Stanislas Dehaene et moi-même, que vous pouvez d'ailleurs trouver présenté dans un article, un supplément de la recherche, qui est venu récemment, eh bien, c'est que nous avons donc des dispositions physiques qui vont nous permettre d'avoir cet espace de travail global dans lequel ces représentations vont être mises en commun et donc participer à une activité consciente dans notre cerveau où vont se trouver non seulement représentés les stimuli sensoriels, mais les stimuli moteurs, les anticipations sur le monde. Je vous ai parlé du style projectif, les hypothèses de vie sur lesquelles nous allons travailler et projeter des actions à venir, immédiates ou à plus long terme. Alors juste une illustration ici pour vous montrer qu'on a accès expérimentalement à la physiologie de l'espace conscient. Ça, c'est une idée qui, évidemment, rompt avec les traditions. Je parle de physiologie de la conscience. Là, vous avez une petite expérience qui a été faite par Stanislas Dehaene et ses collaborateurs, où vous présentez un sujet, un mot, lion. Et vous voyez que ici, c'est
figures curieuses qu'on appelle des masques sont situés à distance par rapport au lion. Tout ça, c'est au fil du temps. Ça, c'est des millisecondes, 71 millisecondes. Si on demande au sujet, est-ce que tu as vu quelque chose? Il dit oui, lion. Ici, vous voyez la différence. Au lieu d'avoir des blancs, vous avez des masques. Tout le nom d'ailleurs de masque. Et le mot note, vous demandez au sujet, est-ce que tu as vu quelque chose? Non. Donc, il y a eu ici un traitement conscient, et ici, un traitement non conscient. Et on peut dire qu'il y a un traitement, parce que si ensuite on demande au sujet de faire un choix, eh bien, il va faire un choix biaisé. Il a eu une empreinte, en quelque sorte, qui est au passage du mot note, non conscient. Donc, il y a un traitement conscient et non conscient. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Voilà une image cérébrale de résonance magnétique qui signe l'état d'activité. Vous avez ici traitement conscient, traitement non conscient. Les aires de traitement de la forme des mots sont activées dans les deux cas, mais vous voyez l'énorme différence qu'il y a. Et où se situe cette différence? En grande partie dans le cortex préfrontal. Donc, on peut dire qu'il existe une physique de la conscience. Il existe des moyens de mesurer les états d'activité de notre système conscient. Nous arrivons maintenant à 2 chapitres pour conclure. S'il en est ainsi, nous allons pouvoir non seulement être conscients de ce qui se passe, mais aussi conscients des autres et se représenter autrui. Vous avez évidemment tous présents en tête l'épreuve du miroir. Bien, le nouveau-né, quand on lui présente un miroir, ne se reconnaît pas. Il signifie qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme qui est là derrière le miroir. Il va regarder derrière pour voir si... Donc, il ne se reconnaît pas lui-même. C'est un test qui est bien connu, qui montre qu'à un certain stade du développement de l'enfant, l'enfant se reconnaît dans le miroir. Dans ce tableau de Latour, que vous pouvez voir au Louvre, que vous avez certainement déjà vu, ici c'est un jeu de cartes avec 3 partenaires qui sont évidemment d'accord entre eux pour gruger ce pauvre petit-fils de riche ici avec son chapeau à plumes, ses bijoux, etc. Et vous voyez que là, eh bien, celui-ci cache les cartes. Alors, ce que vous pouvez aussi voir, c'est que évidemment, il va regarder si l'autre le voit. Et ces 3-là, évidemment, sont de mise entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que nous avons ici, via ce jeu de regard, la capacité de se représenter les connaissances d'autrui. Ces 3-là savent qu'ils trompent celui-là, et celui-là, il ne sait pas qu'il est trompé par les 3 autres. Donc, vous voyez que la différence, c'est que lui ne se représente pas les états mentaux des 3 autres, et que ces 3-là se représentent d'abord leurs propres états mentaux, parce qu'ils sont d'accord pour voler l'autre, et qu'ils vont se représenter l'état mental de celui-ci pour le voler. Donc, nous avons une prédisposition qui est propre à l'espèce humaine. Elle est très peu développée chez le singe pour se représenter les états mentaux d'autrui et lui attribuer des connaissances, des croyances, des émotions. On sait que celui-ci va être ému par cela. On va le regarder aux expressions du visage. S'il souffre ou s'il est heureux, il va sourire ou il va pleurer. Donc, on peut éventuellement arriver à reconnaître la différence entre les états mentaux d'autrui et les siens. Et il existe des neurones
évidemment, qui vont participer à cette reconnaissance d'autrui et de ses états mentaux. C'est une découverte qui a été faite il y a quelques années. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais enfin bon, elle montre qu'on peut aborder ces questions-là par le biais des neurosciences. Et vous voyez ici ce singe qui est assis sur sa chaise et qui est en train de manger une cacahuète. Alors il tend la main vers la cacahuète pour se la mettre dans la bouche. Et ces neurones du cortex postérieur préfrontal, c'est dans l'heure prémotrice, entrent en activité. Maintenant, le singe voit l'expérimentateur faire le même geste. Ce n'est plus lui qui fait le geste, c'est l'expérimentateur. Eh bien, les mêmes neurones entrent en activité. Donc, il y a des neurones qui interviennent dans l'action, manger la cacahuète, et puis il y a des neurones qui interviennent dans la représentation de l'autre en train d'effectuer le même geste. Tout ça pour dire qu'il y a des possibilités d'aborder ces questions par des méthodes électrophysiologiques. Et aussi, le médecin savent que par des lésions ou des troubles, il peut y avoir non seulement des perturbations dans la représentation d'autrui, mais aussi dans la représentation de soi. Qu'est-ce que c'est qu'une hallucination ? Une hallucination, c'est que le sujet a perdu le contact du monde extérieur et il entend des voix. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement, bien que n'étant pas médecin, des patients souffrant de schizophrénie. Et un des signes de la schizophrénie, c'est l'hallucination, entre des hallucinations auditives. Et ils entendent des extraterrestres. J'ai eu souvent ce discours, curieux d'ailleurs que ça soit reproductible d'un patient à l'autre, qui leur dicte « Mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça ? Arrête de traverser la rue, reste là où tu es, tu vas courir un danger considérable, etc. » Ils ont des voix intérieures qu'ils entendent, et on voit d'ailleurs par les méthodes d'imagerie cérébrale justement des activités dans les aires auditives. Et donc il y a des possibilités d'altération, de pathologie du soi, des fausses croyances. Par exemple, le patient croit qu'un parent ou un proche a été remplacé par un double. C'est une chose qui peut vous paraître curieuse. Quand le parent arrive près du patient, ce parent, au lieu d'être reconnu comme tel par le patient le prend pour une autre personne, qui est un sosie, et ce n'est pas lui. Enfin, vous voyez ces troubles extrêmement subtils, non seulement de la reconnaissance de soi, mais de la relation de soi à l'autre, et etc. Vous avez donc des quantités de troubles liés en particulier à des lésions qui entraînent des changements dans la conscience de soi. Donc il existe une neuroscience de la conscience de soi. Et il y en a une qui est particulièrement importante, c'est l'empathie pour la souffrance, c'est-à-dire la représentation de la souffrance d'autrui que j'ai déjà mentionnée et qui nous concerne évidemment beaucoup dans la relation à l'autre, dans toutes les questions d'éthique, évidemment. La représentation de la souffrance d'autrui. Eh bien, là voilà, on peut l'observer par imagerie cérébrale, et fait par le groupe de Tanya Singer et Chris Fritz en Angleterre. Et vous voyez que dans cette situation-là, on a un couple homme-femme qui ont d'excellentes relations, qui sont très, très affectueux, et on va comparer les images cérébrales de la femme quand on la fait souffrir physiquement, un stimulus électrique, et quand on l'applique à elle, ou quand elle voit son partenaire à qui on applique le même stimulus électrique. Eh bien, c'est à la limite de l'éthique, mais on ne fait pas trop souffrir quand même les gens dans une expérience de cette nature. Et vous voyez qu'il y a à la fois, évidemment, des territoires distincts, mais aussi des territoires communs. Donc, en fait, on peut se mettre, en quelque sorte, à la place d'autrui et éprouver sa souffrance. Donc, il existe des bases neurales de
l'empathie, c'est ce qu'on appelle l'empathie, c'est la capacité que l'on a à se représenter la souffrance d'autrui. Mais, et on le sait, tout le monde ne réagit pas de la même manière à la souffrance d'autrui. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui, hélas, sont insensibles à la souffrance d'autrui. Et c'est une pathologie grave. Et on connaît des malades qu'on appelle des sociopathes qui ne vont pas éprouver une espèce d'inhibition à la violence. Hein. Un sujet, quand il fait souffrir, quand on le voit devant soi, va s'arrêter de faire souffrir. Quand il va entendre les cris, voir la souffrance, il va s'arrêter. C'est ce qu'on appelle un inhibiteur de violence. Mais certains malades, qui sont par exemple des tueurs en série, ça peut être d'ailleurs des malades qui ont vécu dans un environnement appauvri ou qui ont une disposition d'origine génétique. Mais un environnement appauvri, un environnement traumatisant peut créer cet état chez un sujet adulte. Et il y a donc des territoires cérébraux qui interviennent dans l'inhibition de la violence et en quelque sorte non seulement la capacité de se représenter la souffrance d'autrui, mais d'arrêter de faire souffrir autrui. C'est ce qu'on appelle la sympathie et l'altruisme réciproque. Donc, nous voilà prêts, en quelque sorte, à examiner les fondements, et je termine là-dessus, neurocognitifs du jugement moral. Vous l'avez déjà, hein, avec ce que vous ai dit. Vous êtes préparés, vous n'avez même plus besoin de la conclusion. Hein. Se représenter autrui et faire en sorte que se représenter autrui, on évite de le faire souffrir comme on souhaiterait que lui-même ne vous fasse pas souffrir, qu'il y ait une réciprocité dans l'interaction sociale. Et évidemment, on peut se demander pour quelle raison ça fonctionne si mal. Bon, je ne suis pas pessimiste du tout. Je pense que, en fait, si les hommes se connaissaient mieux, s'ils connaissaient mieux tous ces fondements neurobiologiques qui sont à l'origine de la reconnaissance d'autrui et des mécanismes qui existent pour arrêter de faire souffrir autrui, peut-être qu'ils auraient un jugement mieux fondé sur le plan moral. Et je vais juste terminer par une expérience pour vous montrer que ces questions morales peuvent être elles-mêmes examinées sous l'angle scientifique. C'est une expérience que les philosophes connaissent très bien, pour lesquels d'ailleurs ils ont une difficulté d'interprétation. Et c'est la suivante, je vous lis l'expérience, elle est très simple. C'est un trolleybus qui a perdu le contrôle. Il contient 5 personnes. Il descend une pente et ces 5 personnes vont être tuées. Sauf s'il y a un aiguillage qui est changé et qui réoriente le trolleybus vers une montagne. Alors, deux solutions. Ou bien il y a une personne par hasard dans le trolley qui tombe sur l'aiguillage, ça change l'aiguillage et les 4 personnes sont sauvées. Ça, c'est une première situation. La deuxième situation, qui est une situation intéressante, c'est les mêmes 5 personnes et de nouveau, elles peuvent être sauvées que si un des 5 qui va être sacrifié. Et alors, il décide de pousser un des 5 sur l'aiguillage. Le bilan est le même. Hein. Il y en a un qui est tombé et il y en a un qui a été poussé. Est-ce que moralement, vous acceptez le même... Qu'est-ce qui est acceptable moralement? Le 1 ou le 2? Le 1, on l'accepte, le 2, on le rejette.
Bon, on a pu faire des images cérébrales de ces deux situations et montrer que cette situation dite impersonnelle est plus acceptable moralement que la condition dite impersonnelle. D'ailleurs, si oui, c'est une différence qui est très profonde, parce que quand vous regardez pas mal de crimes qui sont perpétués, ils sont souvent le fait de personnes qui ne connaissent pas les autres. S'ils les connaissaient, peut-être qu'ils ne réagiraient pas de la même manière, ils reconnaîtraient que ce sont des êtres humains et ils n'iraient pas dans la situation numéro 2 où on pousse quelqu'un pour qu'il meure et qu'il sauve les autres. Je pense que c'est une réflexion philosophique intéressante à avoir et qui montre qu'après tout, ce qui est important, c'est la reconnaissance d'autrui. Et malheureusement, dans le monde où nous vivons, c'est parfois très difficile d'accéder à cette reconnaissance de l'autre proche de vous-même. Et donc, on peut imaginer qu'on puisse quand même arriver à plus harmoniser et organiser ces relations entre êtres humains. On a toutes les dispositions, je vous l'ai dit qu'elles existaient, ces dispositions, mais elles ne sont pas mises en application suffisamment. Donc peut-être qu'il faut aider à cette régulation et essayer de trouver des modes de régulation universels. Il y en a eu quelques-uns, je ne dis pas que c'est la solution idéale, mais enfin bon, il faut se rappeler qu'il y a eu cette déclaration des droits de l'homme en 1989, et il y a eu une déclaration universelle des droits de l'homme qui a été publiée après la guerre par René Cassin et Eleanor Roosevelt. Je ne vais pas demander de lever la main aux étudiants, parce que vous n'êtes pas que des étudiants, mais j'ai fait l'expérience en France. Quels sont ceux qui sont au courant de cette déclaration universelle? Bon, pas mal. Quels sont ceux qui l'ont lue? Voilà, je vous laisse sur cette remarque. Et je pense que ce qui est important, évidemment, pour nous tous, c'est qu'avertis des connaissances de notre cerveau et de ce que notre cerveau est capable de faire et de ne pas faire, eh bien, nous puissions vivre ensemble d'une manière plus harmonieuse et faire en quelque sorte un projet pour l'avenir qui nous réunisse et harmonise nos relations tous ensemble. Je vous remercie.